Bonsoir et bienvenue dans 90 minutes d'un Lonato. La journée 4 a livré son verdict avec des chocs et des surprises. Pendant 90 minutes, nous allons décortiquer, analyser et débattre tous les enjeux. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'être avec les experts, en tout cas qui auront le plaisir de donner des avis, peut-être divers, pourquoi pas. Mais je commence d'abord avec Ezem Aziadou, autant pour moi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria. Comment vous allez? Je vais bien, jolie coiffure au passage. Merci, c'est gentil. Juste à côté, Olivier Koyoda qui est avec nous. Bonsoir. C'est une alacrité pour moi d'être sur ce plateau en compagnie du coach Edem et de l'inconnu qui est là également. Bonsoir Gloria, la ravissante. Merci. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. L'inconnu, c'est bien sûr Donaldo Bassinga qui est avec nous. Avec lui, les chiffres n'ont aucun secret. Bonsoir. Chère Gloria, chers invités, chers téléspectateurs, recevez mes chaleureuses salutations. C'est un enchantement renouvelé de siéger dans ces locaux pour décortiquer et éplucher l'actualité footballistique nationale. Merci. En tout cas, merci à vous tous. Au menu de cette émission, donc... Dans la première partie, nous allons passer au crible 4 affiches qui ont marqué les esprits. De la victoire cruciale de l'ASCO face au Dito, au surprenant succès d'espoir contre Bolesou, nous décortiquerons chaque but. En deuxième période, notre rubrique découverte se penchera sur un phénomène grandissant, la filière Libye. Est-ce un tremplin ou un piège pour nos joueurs togolais? Enfin, nous ferons un tour du globe pour savoir ce qu'ont fait nos ambassadeurs à l'étranger cette semaine. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Messieurs, sans perdre une seule minute, plongeons-nous dans les faits de cette journée avec notre revue terrain. En déplacement à Sokodé, le club de la capitale, Étoile Filante, a cédé face à une équipe de Semassi en pleine confiance. Les Sémons se sont imposés un but à 0. Une troisième victoire consécutive pour le promu. Quel facteur dirons-nous? Est-ce physiologique ou tactique? Explique cette série de 3 victoires, Edem. Alors, je ne pense pas que c'est Semassi, comme nous le connaissons, c'est un grand club du Togo. Et Semassi a été en D2, je pense, la saison passée, et est revenu en D1, ce que tout le monde souhaitait parce que la ville de Sokodé avait besoin d'eux. Et avec le coach que vous connaissez bien, Oloufadé, un bouillant. Et comme il a joué, il entraîne son équipe aussi comme ça. Ouais. Et cette victoire face à l'Étoile Filante, qui a aussi engrangé trois victoires consécutives, était vraiment importante. Et je pense que déjà, il y a eu certains fins de match qui ont joué en faveur de Semassi. Déjà, si l'Étoile Filante a fini cette rencontre à 9 avec surtout aussi l'expulsion de leur entraîneur Agbessi. Donc, je pense que c'était normal que Semassi gagne ce match vu tout ce qui s'est passé dans ce match. Et j'espère bien que nous en décortiquerons bien sûr ce fait de match surtout. On y reviendra, chers messieurs, en tout cas, mais est-ce la preuve que Semassi est un groupe en pleine confiance finalement? Oui, la confiance est liée, parce que quand vous suivez les rencontres de Semassi, vous vous rendez compte que c'est une équipe qui est venue pour peut-être essayer de jouer les premiers rôles. On les a vus essayer ou jouer? Non, essayer. Essayer, parce que ça va être compliqué d'être en haut du classement. Même s'ils sont en train d'aligner des victoires, ça fait, vous le disiez, 3 sur 4. Oui. C'est déjà très bien parti. Il y a cet effet, l'émulation du fait qu'on est venu de la deuxième division. Donc on a envie de prouver. On a envie de prouver. Et la deuxième chose, vous avez, la saison dernière, on a suivi des matchs de Unisport et des autres clubs. Vous allez remarquer que le football, la ville de Sokodé manquait vraiment de cette équipe-là, de cette équipe identitaire. La ferveur. Et vous allez vous rendre compte que cette année, avec Semassi, les stades sont souvent pleins. Que ce soit à Lomé ou que ce soit à domicile à Sokodé, les stades sont souvent plus... Les supporters viennent plus nombreux que les saisons dernières avec d'autres clubs. Et donc, on montre à quel point
le club de Semassi, c'est un club vraiment qui appartient à cette localité. Et il faut le dire, c'est le club le plus titré également du Togo. Oui. Et qui a manqué si un peu au public. Ouais, c'est vrai que c'est très loin, hein, ça fait plus d'une décennie. Hein. Ouais. Mais c'est un club qui a manqué au public. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour rendre cet amour-là à leur public. Et aussi, il faut rappeler qu'on a sur le banc de Semassi un coach qui a fait un très bon travail, un énorme travail depuis la deuxième division pour permettre également à ce club de remonter très rapidement. Donc je pense que c'est avec le temps qu'on verra vraiment le visage de ce club de Semassi, le retour de Semassi dans l'élite. Sinon pour l'instant, je pense aussi à une émulation, à une ferveur due au fait qu'on était parti en deuxième division. Maintenant, ils sont revenus. Donc il faut prouver qu'ils sont venus pour rester et c'est ce qui leur permet d'avoir ce capital confiance-là et d'engranger les victoires à chaque journée. D'accord. Alors, est-ce que vous partagez l'avis d'Olivier ou non? Oui, je partage son avis, il a tout dit. Et ils ont des joueurs de qualité, justement, sur le terrain. Quand on prend Urobodi Arissou, par exemple, qui est l'actuel meilleur buteur, tout simplement, de notre championnat avec 5 réalisations, qui était absent lors du premier match et ça a entraîné la défaite, tout simplement, de son équipe. Donc, voilà, il était là lors des 3 dernières rencontres, 3 victoires, il a marqué lors des 3 matchs. Donc, voilà, il y a des joueurs de qualité, il y a Idrou également qui est là, qui fait partie des meilleurs passeurs de ce championnat-là. Donc voilà, ils ont un banc qui est assez intéressant. Olivier en a parlé avec Olufade qui a réalisé de belles choses et qui veut prouver justement qu'en première division, il est capable de le faire. Mais voilà, rien n'est encore joué. C'était un match entendu entre 2 équipes historiques de notre championnat, l'Étoile filante et Semassi. Et voilà, on est content de revoir tout ce public-là, justement parce que ça nous a manqué. Ça nous a manqué de voir les stades pleins. Et avec Semassi, on voit qu'il y a de l'engouement. Et pour le moment, ils font le boulot, mais ça ne va pas être facile, justement parce que la saison dernière, on a vu avec les promus, que ce soit l'Étoile filante ou le CDF Aknour, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, justement, les 2 équipes ont terminé avant-dernier. Et donc voilà, ça ne va pas être facile. Oui. C'est bien de bien commencer ce championnat-là, mais il faudrait être régulier. On va suivre cette équipe de très près. Pour l'instant, en tout cas, vous voulez dire un truc? Oui, je voulais ajouter aussi la ferveur du 12e qui est surtout cette équipe de Semassi. Oui. Et comme Donald le disait tout à l'heure, et vous savez quoi, Semassi, je le disais, pour aller gagner, pour aller jouer, gagner sur ce terrain. Il faut avoir un mental. Non, il faut avoir un mental. Même si l'Étoile filante a tout fait, hein, la mobilisation des supporters, les bus que le président a mis à la disposition, je pense 3 bus que le président a mis à la disposition de l'équipe, mais ce n'était pas facile pour eux. Et siffler aussi sur ce terrain, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses, mais bon. Beaucoup de paramètres, en tout cas, rentrent dans cette victoire de Semassi. Oui, effectivement. Même si l'Étoile filante aussi, quand vous voyez le jeu, ils ont manqué certaines occasions. On attendait que le retour de Semassi en D1. Oui, avant de parler bien sûr de cette équipe d'Étoile filante, on va y aller d'abord avec l'intervention de Olufade Adekambi juste après la rencontre. Bien sûr que c'est un match très difficile. Vous savez très bien que Semassi et Étoile filante restent des derbies. Pour moi, je pense que déjà, si on regarde vraiment dans l'ensemble du jeu, je pense qu'on mérite de gagner le match. Parce que en deuxième mi-temps, ils sont inexistants. Parce qu'ils ont joué premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils sont vraiment en KO. Mais ils savaient très bien que le but tardait à venir. Parce que il y a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas bien négociées. Pour moi, je pense que aujourd'hui, on mérite vraiment notre victoire. Victoire méritée finalement. Bien sûr, victoire méritée. Avec tout ce qu'on a dit, regardez même. Le score aurait pu être plus salé si le 4 n'avait pas foutu en l'air cette occasion-là. Donc après, tous les voyants étaient verts pour Semassi, surtout le fait de jouer à domicile et d'avoir le 12e homme qui est derrière, qui supporte vraiment. La volonté aussi de montrer que, c'est vrai, on le dit, hein, c'est un choc entre les 2 équipes qui nous rappellent des années antérieures. Donc Semassi voulait tout faire pour dicter sa loi et ils ont réussi à le faire tout simplement. Aider aussi avec ces erreurs de la part de l'Étoile filante. Je vais rebondir là-dessus avec ça a vraiment aidé surtout, mais les Bleus ont eu cette difficulté-là juste après la diminution de leur effectif. Voilà, ça a été un problème et difficile aussi de terminer cette rencontre pour les Bleus. Oui, c'est vrai qu'en infériorité numérique, c'est compliqué. C'est compliqué tout simplement de terminer la rencontre, surtout que voilà, il y a eu pénalty transformé. Il fallait revenir au score en infériorité numérique, c'est compliqué. Mais je pense que Edem veut revenir sur ce pénalty-là. Bon, pour moi, il y a faute. Tu as bien envie? Il y a faute pour moi. Il y a faute tout simplement, même si
si il a complètement perdu le ballon, qu'il n'y avait pas possibilité de faire quelque chose, mais il le touche tout simplement. Et quand on touche un adversaire, ben, s'il était mort entre griffes, on ne le souhaite pas. Voilà, on ne le souhaite pas. Mais voilà, pour moi, il y a faute, il le touche. Donc il y a faute. Et malheureusement, cette équipe de l'Étoile filante, déjà la passe en retrait que le défenseur fait, c'est une passe grossière. On ne peut pas faire une passe en retrait à son gardien dans ces conditions-là. Donc voilà, après ce pénalty, ils ont eu du mal. L'Étoile filante a eu du mal à revenir. Ça a été un match équilibré qui s'est joué malheureusement pour eux sur ce fait de jeu. Oui. Tu sais, et comme tu l'as dit, c'est un pénalty. On peut toutefois discuter, il n'y a pas la VAR et puis il n'y a pas plusieurs actions pour pouvoir décortiquer bien si vraiment le gardien a touché le joueur. Mais moi, sur cette action, je pense que le joueur avait déjà joué la balle avant que le gardien ne le heurte. Ça, c'est mon avis. Pour moi, déjà, s'il a déjà joué le ballon, il n'y a pas de pénalty. Mais laissons ça. Vous savez quoi? Moi, je serais l'entraîneur de l'Étoile filante. Oh non, mon défenseur, il resterait à la maison pour le punir un peu. Parce que déjà, aller jouer sur le terrain de Socodé et à 15 minutes ou à 10 minutes de la fin, tenir ce score. Oui. Et ça, sachant que nous sommes en infériorité numérique, et puis faire cette passe au gardien, en plus, il a fait cette passe de quelle partie? Peut-être c'est une maladresse. Non, c'est pas une maladresse. Ça, on parle de concentration en football. Parce que tu sais, et quand on n'est pas concentré pendant les 90 minutes, c'est très difficile. Donc, je pense que, outre tout ce qui s'est passé, le pénalty, autre, je pense que le joueur, il a fait une énorme erreur là-bas. Il a gaffé. Oui, il a gaffé. On lui donne 3 journées à la maison. Ouais, on le punit un peu. Moi, je suis partisan de ces genres d'actions parce qu'il y a de ces genres de sanctions. Oui. Il y a des actions, quand vous suivez, moi, je suis à la place de l'entraîneur, je vous laisse vous reposer. Durant un temps, ça vous amènera à réfléchir. Et quand vous êtes prêt, mentalement, vous revenez. Même si vous êtes le joueur le plus important de l'équipe, je préfère faire avec ceux-là qui sont là, qui vont vraiment mouiller le maillot. Et vous restez à la maison. C'est une sanction disciplinaire que le coach peut décider de donner. Et après, on verra bien la prochaine journée. On verra bien. Ouais, il se sentait dans un fauteuil, malheureusement. Donc voilà, le sanctionner, c'est peut-être compliqué. C'est une victoire. C'est compliqué. On quitte la ville de Socodé pour Lomé sur le stade de la JCA, la Jeunesse Club d'Aguel. L'ASCO de Kara a parfaitement négocié son déplacement. Victoire 1-0 face au Dynamique togolais. Comment l'ASCO a-t-il réellement géré le tempo pour étouffer un tout petit peu Dito? Oui, par rapport à ce match, il faut dire que ASCO était largement favori de ce match. Sur les 4 dernières confrontations directes entre les deux équipes, ASCO l'a emporté à 3 reprises et il y a eu un seul match nul entre les deux équipes. Donc ASCO, le match nul. Exactement. Donc voilà, le Dynamique togolais était venu, peut-être même si l'équipe jouait à domicile, pour accrocher au moins un point. Mais voilà, cette équipe d'ASCO a de grosses ambitions cette saison. On a écouté l'entraîneur en début de saison. Ils sont là pour venir prendre leur titre, tout simplement. Donc voilà, c'est des genres de matchs qu'il faut absolument remporter. Gagner. Et voilà, ça n'a pas été facile, ça ne va jamais être facile face au Dynamique togolais qui est un joueur assez physique, on le sait. Donc c'est pas du tout facile. Donc voilà, l'idée c'est de mettre un but pour ouvrir tout simplement les brèches et c'est exactement ce que cette équipe a réussi à faire grâce à ce but-là de Biledi Panda. Olivier, vous faites la même analyse? Presque, même si je ne vais pas être à 100% d'accord avec lui parce que c'est vrai, les matchs entre ASCO et puis Dito, les robots rouges, on a vu souvent que c'est ASCO qui part vainqueur. Mais cette saison, le Dynamique togolais est venu avec des ambitions, avec une mission. Batumbi Liabe nous l'a dit en début de saison, il est en mission et la mission, c'est quand même de pouvoir titiller les grands, le haut du tableau, gagner tout ce qu'il faut, surtout à domicile. Malheureusement, ils perdent à domicile sur une erreur défensive. Parce que dans le jeu, le Dynamique togolais aussi a montré de quoi il est capable. Vous avez vu que lors de l'intersaison, ils ont fait des recrutements qui aujourd'hui, pour moi, sont en train de payer. On a fait venir même des internationaux, Richard Nan, par exemple. Oui. Mais vous allez sentir qu'ils avaient vraiment l'envie, la hargne, la rage de gagner. Ce n'est pas parce que c'est ASCO qu'on va baisser le pied ou bien qu'on va laisser le ballon jouer. Ça donne même plus l'envie de gagner. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'ils viennent de la 2e division. Eux aussi ont besoin de trucs comme ce match-ci, de pouvoir prouver à leurs supporters, à tous ceux qui soutiennent ce club-là, y compris moi, qui sont là pour vraiment rester dans l'élite. Oui. Malheureusement, cette petite erreur défensive leur a fait partir les 3 points. Et bon, j'espère quand même que lors de la journée prochaine, ils vont revenir avec de meilleures ambitions.
Et j'ai eu à discuter un peu avec certains cadres de l'effectif qui ont même besoin de revoir pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que là, sur le but de Asco, la défense était calmement restée. Oui, la défense est restée amorphe, apathique. On fait un centre, personne ne saute et tout le monde attend que ce soit les joueurs de Asco. Voilà, 2 personnes au marquage. Donc ça, c'est une erreur défensive manifeste et qui leur a valu les 3 points. Ce n'est que, comme on dit ailleurs, c'est juste une bataille qui est perdue, c'est pas la guerre. Merci Olivier. Le discours de Lambert Amani au sortir de cette rencontre. Que ce soit en déplacement ou à domicile, en football, seule la victoire est belle. Donc on retiendra les 3 points parce qu'on a parcouru des kilomètres pour ça. Edem, votre sourire en dit long. Non, on doit parler de son discours ou du match. Non, il parle bien sûr. Mais il n'a rien dit dans son discours, il a juste dit il a parlé d'une victoire. Mais oui, bon, vous savez quoi, moi j'ai bien suivi le match de la première minute jusqu'à la dernière minute. Je pense que, comme Donald l'a dit, comme on dit, Dito est une équipe physique à l'image de son entraîneur. Même en conférence de presse, Pandoumi a dit qu'ils sont des militaires, ils vont toujours continuer, ils vont toujours aller et recommencer le travail au cours de la semaine pour pouvoir engranger des points. Mais oui. Oui, tu me laisses? Je vais. Ok, mais je pense que Asco n'a pas démérité dans ce match. D'accord. Et qu'on le dise ou non, j'ai entendu certains dire que, comme on dit, Dito a joué, Asco a gagné. C'est faux. Non, Asco, non, selon moi, c'est mon avis. Moi, j'ai une autre vision de visionner ce match. Je pense que Asco n'a pas démérité, même si Dito a eu des occasions dans ce match où ils n'ont pas su concrétiser. Mais dans le contenu, je pense que Asco méritait tout de même cette victoire. Comme Dito le méritait également. Bon, ça c'est ton avis. Hein. Ça reste son avis à lui. Oui, mon avis à moi, je pense que Asco méritait cette victoire. Okay. Oui, bon, donc il n'a pas... Mais est-ce que Patoumbi Liabé, il est d'accord avec ce que vous êtes en train de dire? Non. On va juste l'écouter et puis voir s'il est réellement d'accord avec votre avis. Je pense que le moyen lâché, Dito a joué, Asco a gagné. On n'a pas besoin de jouer, hein, on a besoin de gagner. Cet après-midi, on avait besoin impérativement des 3 points. Malheureusement, on a joué... Asco a empoché les 3 points. Ça fait un peu mal. Voir le contenu, je pense qu'on a dominé le jeu. On a la transition offensive comme défensive, on a dominé, mais sur une faute, on encaisse. Bon, je dirais que c'est le football. Olivier, Dito a joué, Asco a gagné. Dito a joué, Asco a gagné. Ce sont les propos de Patoumbi Liabé. Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que Asco n'a pas joué. Ça aussi, il faut. Donc vous ne le partagez pas à 100%. Non, mais le mérite de l'un. À combien de pourcents peut-être? Le mérite de l'un n'enlève pas le mérite de l'autre en réalité. Ok, d'accord. Mais si c'est juste sur une erreur défensive, une faute. Ça veut dire qu'un nul dans cette rencontre n'allait pas vous étonner. Un nul aurait été idéal entre les deux équipes parce que je n'ai pas eu vraiment les chiffres en termes de possession de balles, mais quand vous suivez le match, vous vous rendez compte que le Dynamique togolais a eu les meilleures occasions, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, ils ont très bien défendu. C'est pourquoi ce but-là, il fait très mal parce qu'il tenait bien le bon bout. Mais après, on se fait punir par une action comme ça où je rejoins Edem qui dit concentration. Parce que c'est la concentration qui a manqué dans cette action-là. Sinon, vous ne pouvez pas vous retrouver sur une faute à la lisière de votre surface de réparation et 2 attaquants sont là, personne au marquage. Et quand le ballon vient, personne ne saute. On attend que le gardien reprenne ce ballon. Donc c'est carrément inadmissible de faire ce genre d'erreur. Surtout que c'est une équipe, on le dit, un paramilitaire où la rigueur est de mise. Ça aussi, c'est punissable par l'entraîneur. Et après aussi, il faut reconnaître le mérite de l'équipe qui a voyagé. En face, c'est quand même un grand club d'Asco, un grand de nom, parce que la saison dernière, on a vu que ce n'était pas vraiment cette équipe-là. Mais je pense qu'ils vont apprendre, ils vont tirer les leçons de cet échec, de cette défaite-là, et puis rebondir plus tard. Oui. Que ce soit Asco ou Dito qui a dominé, l'essentiel c'est les 3 points tout simplement. Vous rejoignez Amani finalement. Voilà, c'est les 3 points qui comptent, mais que ce soit... Vous faites partie de ceux-là qui disent que vous avez le beau football. Moi je suis pragmatique, je n'aime pas le beau football, moi j'aime quand ça gagne. Tout quand ça gagne. Que ce soit beau ou pas. Voilà, on s'en fout, on se contente de la victoire et c'est exactement ce qu'Asco a fait. Dito jouait... C'est le 1er décembre. Dito jouait à domicile, donc c'était à Dito de faire le jeu, tout simplement. Asco était ils ont fait le jeu. Ils ont fait le jeu, mais ils ont perdu, tout simplement. Le football. C'était pas assez.
c'est rien que c'est les détails. Au football, c'est les détails. Et justement, Asco a obtenu cette faute. Asco a marqué sur ce coup franc. Les coups de pied arrêtés, ce sont des occasions de but. Et tout simplement, ils ont profité tout simplement de ça. Donc, c'est Dito aussi a failli égaliser sur plusieurs actions, oui, mais Asco a été solide défensivement. Et il faut que Dito puisse se ressaisir derrière parce que c'est une des équipes qui prend le plus de buts cette saison. 6 buts encaissés, c'est énorme. Et s'ils veulent rester en première division, il faut absolument se rattraper, surtout côté défensif. Merci. On passe maintenant à un autre favori qui n'a pas tremblé. L'ASK a fait respecter la logique. Face à Tambo, ils se sont imposés de but à 0 grâce à un doublé de Ouro Tagba-Marouf. Une victoire nette qui permet aux chauffeurs de continuer leur marche finalement en avant. Et ils sont en tête désormais du classement. C'est la place qui leur est dévolue, selon moi. Et ils ont pu, après cette victoire-là, passer devant Barracuda. Donc je pense que c'est quand même à Awelou aujourd'hui. Même s'ils ont même point. Oui, mais ils sont devant. À Awelou, désormais, c'est très compliqué d'aller gagner à ASK là-bas. On a vu lors du derby. Bon, ce derby-là qu'on connaît aussi. À chaque fois, c'est que des matchs nuls. Donc on fait ce match nul. Et après, la victime, c'était Tambo. Parce qu'il ne fallait pas croiser ASK après le derby. Parce que le derby, ça leur requinque, ça leur donne un moral en plus. Donc ensuite, ça leur booste tellement. Et après, les équipes qui viennent, souvent c'est une victoire. Et surtout quand on est à Awelou, l'ASK a eu le mérite de gagner, même si le score n'était pas assez large pour moi, parce qu'il y a eu beaucoup de ratés. Et c'est aussi ça, c'est ce qu'on dit. Il faut revoir plus l'efficacité des attaquants. Justement, tu me relances. On va voir d'abord l'interview d'Ametoko de Messon qui parle juste après cette rencontre. On a eu des occasions, on a marqué 2, et les autres on les a gâchés et on va corriger. Et après, on reviendra pour les autres matchs. Parce que dans un match, il faut toujours marquer. On a essayé d'avoir des occasions, maintenant il faut les concrétiser. On va encore travailler beaucoup sur ça. L'ASK plus ou moins réaliste? Oui, l'ASK réaliste. Moi, j'attendais beaucoup ce match-là parce que la saison dernière, Tambo est venu dicter sa loi à Awelou, 2 buts à 0. Donc, voilà, c'était pas un match facile au départ pour cette équipe de l'ASK. Mais voilà, c'est une équipe qui a montré depuis le début de ce championnat qu'ils seront difficiles à battre. Tout simplement, c'est les champions en titre. Et ils sont là justement pour faire le doublé. Et ils l'ont montré tout simplement dans ce match-là. Il y a beaucoup de vautours qui veulent le même titre. Exactement. Donc, voilà, c'est une équipe qui est assez équilibrée, c'est la continuité de ce qu'ils ont fait la saison dernière et grâce à ce doublé-là d'Ouro Tagba-Marouf, virevoltant depuis le début de ce championnat-là, qui a déjà réalisé 2 passes décisives depuis le début du championnat. Là, il a ajouté 2 buts. Voilà, c'est une équipe qui a une attaque assez exceptionnelle avec des joueurs. La meilleure attaque? Oui, la meilleure attaque avec 8 buts depuis le début de ce championnat. Avec des joueurs comme Lanvi Arnaud, Glomarus, qui se permettent, qui mettent sur le banc, même Ashraf Seydou qui n'a pas joué, tout simplement qui a été triple buteur lors de la finale de la Super Coupe du Togo. Voilà, ils ont des joueurs assez exceptionnels, que ce soit devant ou derrière. Peut-être le banc est assez profond. Le banc est profond et c'est une équipe qu'il faudra suivre dans ce championnat. Mais en face, est-ce que Tambo a manqué de caractère dans cette rencontre? Non, Tambo n'a pas manqué de caractère, mais notons que Tambo est une équipe qui a perdu la majorité de son effectif. Il y a beaucoup de cas qui sont partis vers l'étoile filante très haut dans les autres clubs. Donc je pense que déjà aller jouer à Awelou, c'est pas facile. Donc avec cet effectif remanié, c'était difficile pour eux. Et tu as lâché le mot tout à l'heure, ASK a une profondeur de banc. Je pense que selon moi, le meilleur effectif du Togo cette année, c'est l'ASK. Avec le retour de certains cadres, Agbetonio, il y a Razak aussi qui est revenu, qui est revenu pour un tremplin. Donc je pense que Ametokodo a su gérer. Bon, ils ont un effectif de riches, mais je pense que le coach Ametokodo essaie de bien gérer. Parce que mais c'est aussi un piège quand on a la profondeur de banc. Non, voilà, c'est pourquoi je dis il arrive à gérer ce problème de riches. Comme il a dit, il a Glomarus même qui est au banc. Donc il arrive à gérer tous ces joueurs. Donc je pense que c'est le discours d'Ametokodo qui fait aussi que cette équipe va toujours. C'est ça aussi qui montre la qualité d'un entraîneur. Quand vous n'avez pas d'effectif, vous faites avec ce que vous avez. Mais quand vous avez un très bel effectif, c'est là où on vous attend. C'est à vous de savoir utiliser chaque joueur en fonction des matchs et aussi de savoir mettre une tactique qui peut mettre tous ces joueurs-là en corrélation pour en gagner des points. Et pour l'instant, Ametokodo, il le fait très bien. Très bien. Notons aussi que le championnat, c'est un championnat marathon. Donc, c'est bénéfique pour lui, cette profondeur de banc.
Justement, en face, c'est comme là, Gouzi, quelle analyse lui il fait de sa rencontre? On va l'écouter. Je peux dire aujourd'hui que le match qu'on avait joué aujourd'hui, je ne suis pas du tout content côté arbitrage. Directement, je dis, je ne suis pas un arbitre, je suis un entraîneur, mais je veux que les arbitres fassent leur devoir et l'entraîneur assume leur devoir aussi. Parce que les arbitres, ils ont raté le match. Selon Agouzi, les arbitres ont raté complètement cette rencontre. Partagé? Je ne sais pas de quoi il parle. Bon, je n'ai pas vu d'erreur grossière d'arbitrage. On a vu les 2 buts. Il n'y a pas un but litigieux, sauf si Edem ou Prince ont vu quelque chose. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Moi, j'aurais préféré qu'il parle plutôt de son équipe là, qui n'a pas été à la hauteur tout simplement de ce match. Comme Edem l'a dit, c'est une équipe qui a perdu énormément d'éléments. Avant le début de ce match, c'était l'une des meilleures défenses, avec juste un but encaissé. Là, ils en ont pris 2. Mais c'est une équipe qui ne marque pas non plus. C'est une équipe qui n'a mis qu'un seul but. Voilà, c'est une équipe qui défend bien, mais devant, offensivement, c'est une équipe qui a perdu Amidou Malik, par exemple, qui avait énormément marqué en deuxième partie de saison, la saison écoulée. Oui. Donc, ils n'ont plus ces éléments-là. Donc, en tout cas, moi, c'est l'une des 2 équipes qui me font peur pour la relégation. Je parlerai de l'autre équipe plus tard dans l'émission. Très rapidement. Donc, voilà, je pense que Tambo, il y a beaucoup de choses à régler. Quand Agouzi parle d'arbitrage, je pense que des journées précédentes, on a parlé de l'arbitrage. Peut-être qu'on a vu des faits où l'arbitrage a vraiment failli. Oui. Mais sur cette rencontre-là, je ne sais pas s'il fait référence au deuxième but de Marouf. De Marouf, le but, on voit sur cette passe-là, cette transversale, où il quitte dans le dos de la défense. Parce que là, il n'y avait vraiment pas du tout positionnement de hors-jeu. C'est vrai qu'on n'a pas la VAR pour vérifier tout ça, mais je pense que l'alignement, il était bien, on l'a bien vu. Donc, je ne sais pas. À part cette action-là, il n'y a pas eu d'autres faits du jeu où il va parler de l'arbitrage. Donc je pense qu'il faut à un moment donné être fair-play, reconnaître quand on n'est pas bien et aller chercher les solutions plutôt que de jeter un peu du discrédit sur l'arbitrage. Dans cette rencontre, moi je n'ai pas vu d'erreur manifeste d'arbitrage. Peut-être que l'assesseur nous dira si oui ou non, mais s'il pense qu'il y a ce problème, qu'il fasse recours à la commission qu'il fait et puis il y aura solution. D'accord. Voilà, tu sais quoi, moi j'étais le premier ici à tirer la sonnette d'alarme par rapport aux arbitres de la saison passée. Hein. Mais moi, avoir déjà suivi au moins 4 journées, sincèrement, quand quelqu'un fait quelque chose de l'amélioration, il y a de l'amélioration, il faut le féliciter. Moi j'ai vu le match comme le match d'Asco la fois dernière, je me demandais c'est quel arbitre parce que je ne le connaissais pas. Comme le Duarte le disait ici, il y a au Togo, on joue en 90 minutes, mais le temps maximum de jeu c'est 60 minutes parce qu'il y a des faits de jeu où les joueurs tombent quand ils gagnent tout ça là, donc ils voulaient corriger ça. Mais hier quand tu vois le match, quand tu tombes et puis tu veux simuler une faute, l'arbitre laisse jouer, donc je pense que c'est un faux discours de l'entraîneur, mieux qu'il parle de son équipe et autres parce que bon, peut-être qu'il y a des faits de jeu qu'on n'a pas vu parce qu'on n'a pas suivi tout le match quand même. D'accord. Direction, merci messieurs, direction les Lacs avec la surprise de cette J4, la victoire 1-0 de Espoir face à Golesou. Est-ce une confirmation de la montée en puissance d'Espoir de Zio? Une montée en puissance. Parce que gagner à Golesou, c'est pas évident. Bon, c'est une équipe, oui, c'est pas évident, mais moi, c'est une équipe que je connais bien, Espoir. C'est une équipe qui a fait exactement pareil la saison dernière en début de saison. Vous n'êtes pas rassuré du tout. C'est une équipe qui était 4e au bout de 4 journées. Donc, c'est une équipe qui commence bien, mais c'est une équipe très irrégulière. Donc, je vais me méfier avec cette équipe-là. Mais c'est un beau coup. C'est un beau coup entre 2 équipes assez solides de notre championnat, Golesou à domicile, qui est difficilement manœuvrable chez elle. Mais voilà, cette équipe d'Espoir a réussi sur une belle action à remporter ce match sur la plus petite des marques. On voit Ben Tété Adjakpa qui fait du beau boulot pour le moment à la tête de cette équipe-là. Et on espère justement que ça va continuer. Je vais rééditer cette question. Performance, logique ou coup de poker? Moi, je ne vais pas parler de progrès parce qu'ils ont fait déjà 2 défaites d'affilée. Ils ont perdu à Barracuda et puis ils ont perdu la semaine passée contre Gomido à la maison. Donc, je pense que c'est un regain de forme pour l'entraîneur parce que nous connaissons ce public et ces dirigeants de Tchévien. Donc, aller gagner déjà sur ce terrain hostile d'Anero. Donc, je pense que c'est un exploit et puis ça va redonner de la confiance aux joueurs et puis au travail de l'entraîneur. D'accord, oui.
Oui, après, on peut dire c'est une montée en puissance, c'est un regain de forme ou tout ce qu'on veut. Moi, je pense que Espoir a quand même tout fait pour prendre les 3 points et sur une très belle action quand même bien construite. Et c'est à Gbolesou de nourrir des regrets. Puisqu'on sait très bien que de l'autre côté, sur ce stade-là, c'est carrément difficile à aller battre Gbolesou. Le public qui est très hostile, la pelouse également, et même les joueurs à domicile, ils ont, je sais pas, ils décuplent en énergie. Donc aller chercher les 3 points à Gbolesou, c'est des 3 points de très bon prix. Parce qu'après, on voit Espoir qui sort de 2 défaites. Donc, ça leur permet de pouvoir se relancer également, d'avoir un mental, un capital de confiance, un bel état d'esprit pour pouvoir continuer dans cette compétition. Mais derrière, on le dit, on a encore beaucoup de journées. Hein. Donc, on ne va pas tout de suite tirer une conclusion par rapport juste sur cette performance. D'accord. La prochaine rencontre, c'est contre qui? Lors du championnat. On y reviendra. Suivons Ben Adiakba pour son analyse. Un match très difficile pour les 2 formations, d'autant plus que Gbolesou et Espoir sortaient d'une défaite à la journée précédente. Donc, en arrivant ici, on savait que ça allait être très difficile. Nous ne sommes pas trompés. Nous avons essayé de mettre quelque chose en place qui a bien marché en première et en deuxième partie. L'intensité y était, compte tenu de l'adversaire, qui était les opportunités. On en avait trouvé dès les 15 premières minutes, mais le gardien Tondoro a fait de beaux arrêts. Donc je crois quand même que félicitations aux 2 équipes qui ont quand même produit du jeu. Phase de jeu finalement réussie pour Ben Adiakba. Oui, d'autant plus qu'il a fait un coaching gagnant avec l'entrée en jeu du buteur, notamment Gezere Fechal, qui a réussi à tromper la vigilance de Tondoro Cissé sur une superbe frappe, sur une belle passe décisive également de Konga. Ouais. Donc voilà, oui, ils ont profité tout simplement de ces occasions qu'ils ont eues. Voilà, donc il fallait absolument qu'ils se ressaisissent, car comme Edem l'a dit, ils ont enchaîné 2 défaites consécutives. Il fallait absolument se rattraper. Hein. Sinon, le public d'Espoir est assez exigeant. Ça allait commencer à chauffer s'ils n'obtenaient pas un résultat du côté d'Anejo. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Je pense que ça s'est joué assez rapidement. J'ai bien aimé l'action qui a été menée parce que vous voyez un peu dans le rond central, là, sur le côté, il y avait des joueurs à l'arrêt. Donc, il a eu la lucidité et l'intelligence d'aller rapidement en 3 passes. Et ça fait un but. C'est que ce sont des occasions, quand le coach dit que la tactique qu'il a mise en place a marché, c'est sur ce genre d'action. Parce que vous allez vous rendre compte que les joueurs n'étaient pas vraiment revenus du côté de Gbolesou pour pouvoir aller au marquage des autres. Et assez rapidement, 1-2, le centre. Et lui aussi, cette belle frappe, la finition, elle était toute belle. Donc, c'est bien réussi quoi, pour moi. D'accord. Alors, les autres résultats de cette 4e journée en ouverture, l'AS Barracuda jusque-là irréprochable avec 3 victoires a été accroché. 1 but partout à domicile par l'AS Bina. L'AS OTR a retrouvé de l'élan en allant chercher un nul encourageant de 2 sur la pelouse de Gomido. Entente 2 et Unisport aussi se sont neutralisés sur un score d'un but partout. Alors, Barracuda Bina. Oui, justement. J'ai l'impression que vous attendiez ce match-là. On voulait parler justement C'est le premier point de l'AS Bina, en tout cas pour cette saison. Oui, c'est encourageant. On va fêter ça, justement. L'AS Bina qui passe de 0 à 1 point, en tout cas. L'AS OTR également. Bon, moi, je parle de l'AS Bina, en tout cas, qui prend ses premiers points. En tout cas, je parlais tout à l'heure des équipes qui me font peur cette saison pour la descente. Et l'AS Bina me fait peur avec... C'est la seconde équipe? Oui, avec l'AS Tambo. Voilà, c'est une équipe qui n'a pas bien commencé ce championnat, qui a perdu des joueurs également. Hein. On parle de Labadjona, par exemple, qui est parti. Voilà, c'est une équipe... Et donc voilà, c'est une équipe qui me fait peur, mais voilà, c'est un bon début en tout cas. On sait que l'AS Bina a souvent l'habitude de bien commencer. Exactement, j'en venais à cette question. Je me dis peut-être qu'ils vont faire l'inverse cette saison. On espère pour eux, mais là ils commencent très mal, raison pour laquelle j'ai très peur pour cette équipe de l'AS Bina. Mais arriver à prendre un point face à l'AS Barracuda qui était tellement en confiance, qui avait déjà 9 points déjà, ça veut dire qu'ils ont cette assurance-là d'aller plus loin. Non, après, ça veut dire simplement que c'est une équipe qui est bien joueuse. Parce que tout le monde s'attendait à ce que Barracuda, qui est sur une très belle série, écrase l'AS Bina, qui carrément est dans une autre spirale. Oui. Malheureusement, ils ont pu faire ce nul, obtenir ce point du nul. Et après, ça montre également beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que lors des 3 premiers matchs, que ce soit face à Semassi ou face aux autres clubs, l'AS Bina fait le jeu, finalement pour perdre.
Ils jouent très bien et sur des actions anodines comme ça, ils prennent des buts et ils perdent. Et encore, face à Semassi, ils ont carrément dominé Semassi de bout en comble avant de perdre 2-1. Et là, face à Barracuda, ils ont compris qu'ils étaient en danger, comme le dit la théorie du danger. Et c'est ce qui leur a permis de pouvoir... Après, il faut reconnaître que l'AS Bina aujourd'hui n'a pas le meilleur effectif. C'est un effectif assez restreint. C'est pas pléthorique comme des équipes comme la SCK. Donc il en revient au coach, Arim Yao, de pouvoir utiliser à mieux les performances ou les qualités de chaque joueur. Et je pense que on dit souvent, on ne peut pas voir les nuages et puis aller, comment dire, vider la jarre. Là, ils ont, oui, vous ne pouvez pas dire AS Bina a mal commencé pour dire qu'ils vont finir en deuxième division. Attention, parce que le championnat est encore long. Attendez de voir la phase retour. Merci Olivier. On va dire que l'AS OTR également a le même problème, le même souci que l'AS Bina. Ils ont aussi pu décrocher leur premier point, en tout cas de cette saison, face à Gomido. Après avoir perdu la fois dernière contre Barracuda, j'étais avec certains joueurs, certains dirigeants de la AS OTR qui étaient très confiants d'aller gagner à Palimé. Je me disais, waouh, déjà aller gagner à Gomido, c'est pas facile. Donc, je pense qu'ils ont fait le jeu. Il y a la jeunesse, cette équipe de l'OTR aujourd'hui, il y a les cadres, ils ont laissé les cadres et puis mis plus sur la jeunesse. Mais je pense, selon moi, c'est une erreur. Comme l'a fait l'ACNUR. Non, ACNUR, la saison passée, juste miser sur les jeunes. Je pense qu'il ne faut pas lâcher tous les cadres. Il faut avoir au moins 4 ou un jumelage, voilà, un mixte. Parce que le championnat, c'est un championnat marathon. Il y a certains joueurs là-bas qui n'ont jamais fait la D1 même. Donc, mais bon, le mérite est à eux d'être partis chercher ce point du match nul, même s'ils menaient au score à Gomido, à Palimé. Après la saison dernière, au bout de la 4e journée, c'est une équipe qui était avant-dernier également, avec 3 points obtenus. Malgré ça, c'est une équipe qui a fini 3e. Donc, moi, j'ai moins peur pour cette équipe de l'AS OTR. Je pense qu'il y a une équipe qui est beaucoup plus fluide pour pouvoir se rattraper au fil du temps. Vous avez plus confiance en l'AS OTR que l'AS Bina. On ne va pas faire ce débat, chers messieurs. On va passer rapidement. Je comprends pas pourquoi on va passer aux statistiques. Il tire à boulet sur l'AS Bina. Je comprends pas. Olivier Koyoda, merci. On va passer aux statistiques. Et puis voilà les statistiques à domicile avec 2 victoires de clean sheet, 7 buts marqués, 28,57% de victoires à domicile. C'est, monsieur le statisticien, c'est un peu... Oui, on a vu... C'est alarmant? Non, c'est pas alarmant. C'est pas alarmant. Vous savez, on est dans un championnat assez équilibré où voilà, il y a certaines journées où il y a plus de victoires à domicile, d'autres où les équipes qui se déplacent font de meilleurs résultats, tout simplement. Il y a eu quand même 13 buts au cours de cette 4e journée. C'est la 2e journée la plus prolifique en termes de buts après la 2e journée. Donc voilà, c'est une journée où il y a eu plus de matchs nuls. Il y a eu 3 matchs nuls au cours de cette journée-là. C'est la journée qui a enregistré le plus de matchs nuls et il n'y a pas eu de 0-0. Justement, avec 13 buts, si on a eu 7 buts à l'extérieur, c'est qu'on a eu 6 à l'intérieur et à l'extérieur, pardon, 2 victoires aussi avec un but en moins. Comme je le disais tantôt, ça veut dire que ces statistiques aussi à l'extérieur, c'est presque la même chose. Ça veut dire que les gens à l'extérieur, finalement, ont peut-être plus de facilité à jouer. Non, je pense pas que c'est plus de facilité à jouer. Mais ce championnat, jouer à domicile comme à l'extérieur, il n'y a pas de change. Oui, ça change. C'est ce que je remarque. Que Asco vienne à l'extérieur, qu'Asco joue à la maison. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'AS Bina avait joué, comme on dit, contre Semassi de Sokoto. On dirait que c'est l'AS Bina qui était en train de jouer à domicile. Donc, je pense que ce championnat, les matchs ne se ressemblent pas. Hein. Donc, bon, comme l'a dit Donald, c'est l'imprévisibilité en tout cas de ce championnat. Oui, effectivement. C'est ça. Normalement, à domicile, les équipes doivent essayer de faire le plein de points. Exactement. Mais voilà, il n'y a pas ce facteur-là qui se détache tout simplement en première division. Il faut reconnaître que quand nous parlons de domicile extérieur, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui n'ont ni domicile ni extérieur. Il y a des équipes également qui jouent à l'extérieur tout en jouant à domicile. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est question, aucun match ne se ressemble, aucune journée ne ressemble à l'autre. Après, on ne peut pas peut-être prévoir ou prédire ce qui va se passer la journée qui va suivre. La preuve, on a vu AS Bina aller prendre un point face à Barracuda, alors que les gens, comme le monsieur à côté de moi, voilà, ne misaient rien. Mais après, c'est ce que je dis, on ne prévoit pas, on ne peut pas prévoir, parce qu'il n'y a pas tellement de consensus. On a vu Urotagba Marouf marquer 2 buts sur cette journée, on l'attend.
la journée prochaine, pour voir ce qu'il pourra faire. Donc il n'y a pas quand même une équipe qui se dessine où on peut miser une pièce pour dire qu'il va complètement dominer. Donc, et c'est ça aussi qui fait que ce football, ce championnat, il est un peu plus intéressant. À chaque fois, vous découvrez des nouveautés, vous découvrez des surprises. Et ça nous fait vraiment, ça donne de l'adrénaline. Et c'est ce qui nous envoie au stade tous les week-ends. Si je dois le rejoindre, je pense que l'AS Bina a failli gagner même ce match à la dernière minute. Bien sûr. Parce que quand on voit le contenu, je pense qu'il y avait un essai de confiance de la part de l'AC Barracuda. C'était déjà le dernier du championnat qui était venu. Quand tu vois les deux... Même après le but encaissé? Oui, même après le but encaissé, à la seconde période, c'est l'AS Bina qui a fait le match. Moi, j'étais sur le terrain et je me disais que les joueurs de Barracuda ont vu une proie facile à égorger. Donc, le mérite est à l'AS Bina. L'AS Bina est une équipe, comme tu l'as dit, qui joue toujours pour finir par perdre. D'accord, merci. Il faut régler ce problème. Pour finir par perdre. C'est ce qu'il a dit. Je le rejoins. Est-ce que vous avez écouté la fin de sa phrase? Non, mais après, je pense que ça va changer. Pas d'analyse là-dessus. Pour résoudre un problème, il faut déjà le trouver. Et quand vous le trouvez, vous avez la moitié de la solution. Non, mais là, vous avez la moitié de la solution. C'est Edem qui l'a trouvé. Est-ce que c'est le staff? Non, on l'a compris. Le classement de cette J4, chers messieurs, l'ASK prend le trône pour l'instant avec 10 points, même point également pour l'AC Barracuda. Semassi est à la 3e place avec 9 points. Gomido se retrouve à la 7e place avec 5 points. Entente 2 à la 8e place avec 4 points. Et on retrouve malheureusement OTR et l'AS Bina à la dernière place juste avec un seul point. On n'est qu'en début du championnat. Non, ça recommence comme la saison passée où le championnat était le premier peut redevenir 10e. Parce que c'est tellement serré. Oui, tu vois les 40, le premier et Tambo qui est 10e. Tu permets que je salue encore une fois Edem. Oui, salue-le. Je ne veux pas les oiseaux de mauvaise augure qui pensent qu'être dernier à la 4e journée, ça veut dire être relégué en 2e journée. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il faut travailler pour ne pas... Exactement. Et moi, ce que je disais, c'est que dès le début de la saison, si je devais miser une pièce sur des équipes qui vont descendre, j'aurais misé sur l'AS Bina et Tambo. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ont terminé mal la saison dernière. Parce qu'ils ont non seulement mal terminé, mais le recrutement, voilà, ils ont perdu énormément d'éléments. Mais ça ne veut pas dire que l'AS Tambo va descendre en 2e division. Voilà, c'est une équipe joueuse, etc. Donc vous maintenez que l'AS Bina va descendre? Aujourd'hui, si je devais mettre une pièce, si le championnat devait terminer aujourd'hui, ils sont relégués. Oui, on va donc de toute façon, il y a 2 équipes qui vont descendre. Au moins, il y a encore une vingtaine de journées. Oui. Vous ne pouvez pas... En tout cas, c'est le travail qui vous fera partir de cette place-là. Il faut travailler et on verra bien. Pour ce championnat, c'est la phase de retour qui compte pour moi. Mais la phase aller, il faut aussi engranger des points. Non, il faut engranger certains points, comme le fait l'AC Barracuda, l'étoile filante, parce que la phase de retour, c'est pas évident. Vous aviez remarqué les débuts ratés de l'AS Bina les saisons précédentes, que ce soit la saison dernière ou l'avant. Ils commençaient très bien. Très bien, tambour battant sur les chapeaux dorés. Et puis après, c'est la dégringolade. Mais cette saison, vous voyez que ça commence très mal. Mais on dit qu'ils vont... Il y aura une attendez voir que oui, c'est un moteur diesel, ça va prendre. Attendez seulement. Depuis quand vous avez changé de moteur? Ils avaient terminé même 4 ans quand le coach Wadja Landam était là-bas. Oui, après son départ. C'est belle lutte vers... Ça fait belle lurette. Ça va se reproduire. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce club, donc il faut revoir. Et puis je pense qu'on espère parce que c'est un club qu'on aime beaucoup. Je vous propose une petite pause et après on revient pour parler de la deuxième partie de cette émission. Et le futur de l'AS Bina. Pause s'il vous plaît. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs.
la Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. Du spectacle, des duels, de la passion, des joueurs talentueux qui ne demandent qu'à grandir, des stades et des supporters de rêve. Le rendez-vous de l'élite du football togolais, la D1 Lonato, saison 2025-2026, c'est en exclusivité sur New World Sport 5 et New World Mix. Nous sommes de retour après la petite pause. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans l'émission 90 minutes D1 Lonato qui se passe tous les lundis à partir de 19h30. Passons donc à notre première rubrique de cette deuxième partie, fin de la journée. Alors, on parle de ce moment d'euphorie pure, la célébration débridée un tout petit peu suite au but de Féchal, bien sûr le joueur d'Espoir de Zio, un 12e homme qui, je vous laisse d'abord voir cette image et voilà. Hein. Vous avez compris où je continue? Non, continue. On a bien compris. Vous avez compris? Non, moi, j'ai pas compris. Moi non plus. Toi, tu es dans le bleu? J'ai vu des joueurs célébrer. Tu as vu quoi? Allez-y, j'ai vu des joueurs et j'ai vu tout un monde célébrer. Pas que les joueurs. Pas que, voilà. Pas que les joueurs. Oui. Et je pense que... C'est une belle célébration? Non, on a parlé de quel club? Oui, Espoir des Zio. On connaît tous ces supporters qui ne respectent rien. Donc, je pense que, tu sais, le contour de nos terrains aussi a permis tout ça là. Il n'y a pas trop de, comment on dit, des barricades pour empêcher les supporters d'aller sur la pelouse. Donc, je pense que tout ça, c'est à mettre à l'œuvre de la fédération pour pouvoir revoir toutes ces choses parce que c'est pas bien quand même. Parce qu'il peut aller là-bas et il y a un incident qui peut se passer. J'en venais, je ramenais cette question peut-être à une double question. Est-ce c'est la passion débordante parce qu'on connaît bien sûr ce supporter désiré qui est toujours avec Espoir de Zio en déplacement comme à domicile. C'est leur supporter number one, hein, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on pourra dire que c'est une passion débordante ou carrément c'est une incivilité, pardon? Et vous savez, on a souvent vu des joueurs marquer des buts et aller célébrer avec le public. Là, c'est le joueur qui s'autorise à aller célébrer peut-être des tapes amicales et puis tout. Mais ce genre de situation, et vous avez parlé de Désiré. Désiré qui est aujourd'hui comme une mascotte, je peux le dire comme ça, hein, de Espoir des Zio. Ça veut dire que, quelque part, je pense que Eden parle de violence ou peut-être de blessures et autres, ça peut arriver. Sauf que lui, c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de l'équipe de Espoir des Zio. Oui. Ça veut dire que derrière, on l'a laissé, on l'a autorisé peut-être à pouvoir aller célébrer avec les joueurs. Peut-être que la sécurité ne l'a même pas vu passer. Oui, ça aussi, ça relève un autre problème. C'est un problème vraiment notoire, la sécurité. Déjà, le voir, le laisser comme ça aller. Et le pire, il ne va pas célébrer avec le joueur, il va juste pour, je sais pas, pour se faire voir. Un 12e joueur, c'est le 12e joueur. Ou peut-être chambrer, oui, l'équipe adverse. Regardez, on voit sa réaction. C'est une joie, c'est de l'euphorie, une joie débordante, certes. Et c'est ça qui est très dangereux sur ce terrain d'Anéro. Connaissant les supporters d'Anéro, il y a une pierre qui déjà avoir fait ce, comment on dit, ce club. Bon, je pense que Désiré, il a eu la chance. Hein. Ah oui, il a eu la chance de ne pas avoir de retour. Et aussi, il a eu la chance que Bolesso n'a pas marqué. Parce que je pense que si Bolesso avait marqué également, c'est du chambrage là, il aurait eu peut-être une réponse. Mais après, je pense que ce sont des choses qui ne sont pas jolies à voir. C'est pas autorisé. Et c'est pas autorisé, c'est pas permis. Les joueurs, après quand vous marquez un but, il y a un temps pour la célébration. Donc s'il faut compter avec l'arbitre qui va faire revenir les joueurs et aussi doit pouvoir faire partir tout le staff et les intrus ou les supporters venus de nulle part, ça c'est pas une chose à voir. Mais après,
on ne peut pas le leur refuser parce que c'est quand même un but à Gbolessou et ça mérite une célébration, sauf que ça, c'est pas joli à voir. Est-ce que c'est une mauvaise pub pour l'organisation de nos matchs? Bien sûr, c'est une très très mauvaise pub. C'est une très mauvaise pub parce que voilà, ces matchs-là sont diffusés sur des chaînes internationales, sur FIFA+, etc. Donc ce genre d'image, on ne doit pas pouvoir le voir. Mais lui, je ne l'accuse pas. Il est heureux parce que son équipe vient de marquer. C'est normal. Mais voilà. Donc c'est l'aspect sécurité. Mais bien sûr, l'aspect sécuritaire. Où est-ce qu'il ne devait pas avoir à passer comme ça pour venir chambrer justement parce que des choses beaucoup plus graves pouvaient arriver. Là, il est sorti vivant, griffe de ce stade-là, mais voilà, ça aurait pu mal tourner, tout simplement. Ça aurait pu mal tourner, donc il faut veiller tout simplement à ça. Il faut que la fédération puisse veiller à ce que voilà, les équipes qui reçoivent puissent faire le boulot en termes de sécurité, tout simplement. Et vous vous rendez compte que personne ne s'occupe de lui. Personne ne s'occupe de lui. Voilà, c'est ce que je remarque. Ils sont là, personne ne s'occupe de lui. Heureusement que il est une partie intégrante du club. Voilà, finalement, c'est ce que je dis. Et heureusement que c'est lui, parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et comme Edem l'a dit, il peut voilà, venir avec quelque chose, blesser un joueur, etc. On ne le souhaite pas, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, ce genre d'image, on doit l'éviter absolument. Il faut que les équipes qui reçoivent prennent leurs responsabilités. On a plusieurs fois parlé de ce stade-là. Il faut véritablement que les autorités locales puissent prendre leurs responsabilités pour Mais pas que, justement. Mais il faudrait que... Le club aussi qui sensibilise, conscientise ses supporters. Que bon, il y a la ferveur, il y a tout, mais ces gens d'entrer sur le terrain, il faudrait l'éviter pour d'autres occasions. L'éducation sportive au niveau des supporters, c'est très important. Quand vous avez un groupe de supporters, vous avez peut-être des ultras, c'est vrai qu'il y a des sympathisants et il y a des supporters qui sont connus par les clubs. Aujourd'hui, il faut que ces gens-là qui accompagnent l'équipe à chaque déplacement puissent être éduqués sur les comportements adoptés sur une pelouse ou dans une tribune, etc. Parce que ces personnes-là vous représentent quoi qu'on dise. Maintenant, quand nous parlons de la situation sécuritaire de ce stade, c'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau. Et c'est pas que ce stade. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait en début de saison derrière pour pouvoir, peut-être pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais là, pour l'instant, Gbolessou n'a pas encore fauté pour qu'on parle de sanctions. Mais je pense que dans l'organisation du match, il faut tout faire pour mettre en place des mesures sécuritaires pour qu'on puisse au moins quadriller tout le stade pour éviter ces genres d'intrusions sur le terrain. Gbolessou n'a pas fauté, pour moi, Gbolessou a fauté parce que ce supporter n'a pas le droit d'arriver sur la pelouse. Oui, je pense aussi que quand tu parlais de la sécurité ou tout, je pense que la fédération, on ne va pas parler de sanctions quand même pour l'instant. On va parler de sanctions quand peut-être il y a les mesures sécuritaires sont là et puis après il y a intrusion. Je pense que la fédération peut demander toutefois à chaque club d'installer, comme à Tchévier. À Tchévier, il y a les grilles. Malgré les grilles, c'est pas facile. C'est pas facile. Une petite anecdote, quand nous on était à Barracoud, on jouait contre Espoir de Tchévier, moi je retoquais l'arbitre sur un but qu'il avait accordé à Espoir de Tchévier. On les menait déjà 2-0. Moi j'étais en train de parler à l'arbitre et déjà des tribunes, il y avait les supporters qui nous lançaient des pierres et puis des sachets d'eau. Tu vois un peu, donc si la même chose pouvait se passer sur le terrain d'Anéro là-bas. Donc je pense que, connaissant les supporters d'Anéro, je pense qu'on les a sensibilisés un peu. Non mais quand on va à Tchévier ou quand on va à Gbolessou et à Anéro, on sait à quoi s'attendre désormais. Peut-être qu'ils se comprennent entre eux. Et c'est peut-être aussi un supporter connu des activistes d'Anéro. Donc on l'a laissé, mais dorénavant, je pense que, comme on l'a dit, il faut sensibiliser, désirer sur ce genre de sortie. Ce n'est pas bon pour l'image du championnat, pour l'image du club. Je pense en tout cas qu'une sensibilisation est obligatoire et vivement qu'il fasse très rapidement. Vous savez ce qui est important aussi, aujourd'hui tout le monde cherche une occasion pour faire le buzz. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont permis ce genre de trucs. Je pense que déjà, il est en train de nous suivre. Mais est-ce qu'il a cette... Peut-être. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être parce que toutes les actions, la vidéo va lui parvenir, on lui dira, on t'a vu sur Niwo TV, etc. Ben lui, c'est... On a passé au moins 5 minutes à parler de lui. Et ça fait du bon buzz pour lui. D'accord. Mais n'empêche que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il a été identifié. J'espère que la fédération prendra ses responsabilités. Ah oui. Je dis ça, je dis rien. Merci. On passe à une autre rubrique, l'interview.
Alors, on va suivre maintenant les confidences de Sama Mahadiou, le capitaine et gardien de l'ASCO de Karal et Kondona, sur sa vie au club et ses ambitions. Au début, je n'étais pas un gardien de but, j'étais un joueur de champ. C'est tout jusqu'à c'est une année, je peux dire au-delà de 2009. Donc on jouait un match amical. Donc et notre gardien était blessé. Donc on a un peu été blessé. J'ai un frère, parce que c'est une équipe du quartier. Comme on est nombreux dans la famille Sama, donc c'est une équipe qu'on a donnée Sama FC dans les quartiers. Donc on jouait des matchs amicaux, c'est là les gardiens étaient blessés. Et notre capitaine me dit, Sama, tu peux nous remplacer les gardiens. J'ai dit, moi c'est un joueur de char. Et il me dit que non, tu peux le faire. Dans ma grâce, on menait 1-0 quand même. Donc moi je suis rentré. On a fait match nul. Seulement on a égalisé, mais j'ai pas mal fait des arrêts. Au-delà, on a fini le match. Des grands frères me disaient que c'est fini, que je ne vais plus jouer comme un joueur de char, je vais être gardien de but. Donc c'est ça là-bas, c'est de là ça a commencé. Donc on est arrivé à la maison, il m'a parlé d'être gardien avec la taille, tout ça là. J'ai pas allé de l'avant. C'est depuis là, moi je suis lancé comme un gardien de but. J'ai commencé comme un gardien de but de là au village, dans le préfecture de Sotoubois, précisément à Djengere. Donc c'est là il y a les parents, on a commencé là-bas. Avec les interclasses, les interétablissements, c'est là-bas le club FOPA FC de Sotoubois m'a repéré. C'est une compétition jouée interétablissement, ils m'ont repéré. Ils m'ont dit que peut-être dois venir faire les tests. Donc je suis venu faire les tests avec FOPA. Ils m'ont pris quand même. Donc il y avait des concurrences. Parce que moi j'étais encore plus jeune, donc je suis en train d'apprendre. Ils m'ont gardé comme un 4 ans, gardé là-bas. Donc ça n'allait pas là-bas. Je suis parti à Unisport de Sokodé pour faire un test. Là-bas aussi, Unisport, ils m'ont gardé. Au début du championnat, on veut commencer à prendre Unisport, me fait savoir qu'ils ont des gardiens, donc ils ne peuvent pas me garder. Je dis pas possible, mais je ne les lâche pas. Je ne lâche pas la fête. C'est de là, j'ai un frère à Lomé ici qui m'a contacté, qu'il y a un centre qui a besoin d'un gardien. Le centre Etekon FC qui a besoin d'un gardien. Il joue sport, tournoi Sport FM. Si je prends Sport FM. Donc c'est de là, le frère m'a fait venir à Lomé ici. On allait voir les présidents DG Etekon. Donc on a discuté, il m'a dit qu'il va me garder. Des régions du centre, je me suis entraîné avec eux plusieurs fois. Il m'a dit que je suis bon. Donc ils m'ont fait les licences en même temps pour débuter les tournois Sport FM. J'étais comme un des jeunes gardiens avec eux. On jouait, si je me rappelle bien, on jouait ici sur ce terrain avec, comment on appelle, OTR, demi-finale. Les gardiens, on jouait 1-1. Notre gardien était blessé à la dernière minute. Et ils m'ont fait rentrer dans les 3 buts, demi-finale. J'ai arrêté 3 buts sur cette même pelouse ici. Donc c'est de là, donc le centre était qu'on m'a gardé. Ils m'ont dit qu'ils vont me laisser au centre là-bas. C'est de là, le centre m'a envoyé. Gomido a besoin d'un gardien. Gomido voulait jouer une compétition, on appelle ton Coupe CAF. C'est de là, j'étais parti à Gomido. Moi, je n'ai jamais joué championnat togolais. Moi, je n'ai jamais joué championnat togolais. J'ai joué un tournoi avec Centre Etekon. Mais moi, mon premier match en tant que gardien, j'ai commencé match international avec Gomido, Coupe continentale, CAF avec Gomido. Parce qu'il y avait Bedi Yovo, Sotedi Clément qui n'avaient pas de passeport. J'étais allé à Gomido comme un 4 gardien. C'est de là, les 2 premiers gardiens n'ont pas de passeport. Alors moi comme en tant que gardien, 4 gardien, je suis devant les 3e gardiens. Et le président Doubaché me fait savoir qu'avec le coach Adika Komi, me fait savoir qu'on va aller au Tchad. C'est moi qui devais commencer
les matchs au Tchad. Moi, je n'ai jamais joué championnat Togo. J'ai commencé match international avec Gomido. C'est de là que je suis venu. Gomido m'a lancé dans les championnats. On a fini, heureusement, on nous a éliminés, mais on m'a lancé dans les championnats. Et on est parti à Kara, au championnat Kara contre Asco de Kara Gomido. C'est de là, je me rappelle bien, on a fait un match le jour-là. Mais le jour-là, ouais, j'ai fait ce qu'il fallait à Kara. Donc il y avait les petits frères. Sama Abdou, c'est à ce moment où il jouait à Asco avec coach Patumbi, était l'entraîneur. Après la fin des rencontres, coach Patumbi m'approche, il me dit qu'il veut me voir l'année prochaine à Asco de Kara, si c'est possible. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et après les championnats, c'est ça qui m'a motivé. Les petits frères aussi m'ont toujours appelé d'aller à Kara. Donc c'est ça qui m'a beaucoup motivé aussi. Et j'aime la ville de Kara aussi. Moi, je suis très exigeant envers moi-même. Je suis très exigeant envers moi. Si sorte d'un gardien n'aime pas encaisser, mais moi, je n'aime pas encaisser. Donc, quand je rentre dans les matchs, quand moi je joue un match, moi je vois des 22 personnes sur le terrain. Moi les sporteurs, oui, une sport, moi je ne vois pas les sporteurs. Moi je vois 22 personnes sur le terrain avec l'arbitre. Moi je vois ça sur le terrain, je me concentre sur les matchs, je me concentre sur mes joueurs. Je parle à mes joueurs, mes joueurs, tout le temps ils m'écoutent. Il ne m'écoute pas en tant que capitaine, il m'écoute en tant que gardien aussi. À chaque fois quand je donne de la voix, mes défenseurs me connaissent. Ils savent comment je me déplace. Dans quel côté ils vont me donner la passe au pied. Dans quel côté ils vont me donner la passe au pied, gauche ou droit. Donc je peux dire qu'à l'entraînement, on travaille beaucoup sur ça à l'entraînement. C'est là quand on vient au match, c'est très facile pour nous. Je vais commencer par mes parents et je dois les remercier parce qu'ils ont toujours cru en moi. Ils ont toujours cru en moi. Je peux vous raconter une petite histoire, c'est papa. Quand on revient de l'école, 17h, papa nous dit d'aller nous entraîner. Donc il y a des travails champêtres, même si vous ne faites pas ça, mais si tu ne t'entraînes pas, les soirs tu viens dîner pour manger, on prend ta nourriture, on se cache parce qu'on dit que tu ne t'es pas entraîné. Parce que c'est un papa qui aime vraiment le football. Il a beaucoup lutté dans le football, dans le prophétie de Sotobois. Donc un coucou à lui. C'est un papa qui aime vraiment le football. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je dois jouer pour lui aussi. Parce que donc, moi, au début, moi, j'ai aimé le football. Donc j'ai un papa qui aime le football, qui me soutient. Donc pourquoi pas. Il y avait un oncle aussi, père à son âme, qui avait créé une équipe à Djingéré là-bas, qui est une sportif d'Adjingéré, USA, père à son âme. C'est un oncle aussi, c'est lui qui m'a aussi motivé dans le football. Donc aujourd'hui n'est pas là, mais je dois jouer pour lui aussi. S'il était là aujourd'hui, il allait me motiver encore plus, mais même s'il est là, il n'est pas là, mais je dois jouer pour lui aussi. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs dans ma vie. Il y a beaucoup plein. Je vais commencer comme entraîneur coach Adika à Gomito, parce que c'est mon premier entraîneur en tant que... Il a beaucoup crié à moi. Coach Ahmed Kodo, il a beaucoup crié à moi aussi, première saison à Sco. Comment on appelle coach Abalo, de ce aussi, il a beaucoup crié à moi jusqu'à coach Amani. Il a aussi, il est venu. Il a beaucoup, les entraîneurs du gardien aussi. J'ai eu beaucoup, mais actuellement j'ai un entraîneur du gardien qui est très performant. On travaille beaucoup. Donc, coach Bouvi, actuel entraîneur gardien d'Asco. C'est aussi me motive beaucoup. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle le repos. Moi, même dans ma chambre, 2 mètres carrés, je travaille matin, midi, soir. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle le repos. Au repos, c'est la nuit seulement que je me repose. Moi, c'est la nuit seulement que je me repose. Tant qu'il fait jour, parce que je cherche encore plus, je cherche encore à aller de l'avant, je cherche pour gagner encore plus. Je cherche à travailler mes lacunes, ce qui ne va pas, je cherche toujours à travailler pour aller plus loin. Ça, c'est mon secret. Je travaille plus. En dehors du terrain, je travaille plus. L'année dernière,
on a perdu le titre. Parce que depuis que je suis à ASCO, c'est l'année dernière que j'ai perdu le titre. Parce que depuis que je suis à ASCO, j'ai fait 5 fois consécutif championnat togolais. C'est l'année passée, donc je me suis dit que cette année, on va reprendre notre trône. Inch'Allah, on va travailler plus pour reprendre notre trône et pourquoi pas voir l'avenir, ce que l'avenir nous dira. Je ne veux pas finir ma carrière à ASCO. Je vais encore chercher, découvrir d'autres aventures. Pourquoi pas en Europe, même si dans les sous-régions, aussi en Afrique, s'il y a les opportunités, ça sort. Je peux aller tenter ma chance. Je ne veux pas finir ma carrière au championnat, dans le championnat togolais. Merci beaucoup, merci pour le groupe. Je tiens à faire beaucoup à notre président aussi, mais Yassingbe, pour tout ce qu'il fait pour ses clubs. Pourquoi lui et merci à New World aussi. C'est beaucoup. Merci à Angelo Folikoué pour cette interview. Alors, que retenez-vous des propos du capitaine? Oui, que c'est un bosseur et ça se voit, hein, ça se voit sur le terrain. C'est un très bon gardien de notre championnat qui a beaucoup d'expérience. Oui. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il est le capitaine d'ASCO de Kara. Il a eu beaucoup de titres avec cette équipe-là. Oui. Donc voilà, à travers cette interview-là, je félicite déjà le New World pour l'initiative. On va à la découverte de ce joueur. On voit que c'est un joueur assez attachant qui est passé par beaucoup d'étapes dans sa carrière. Et voilà, c'est un bosseur et ça se voit encore une fois sur le terrain. Un leader né? Un leader né, oui, je pourrais le dire, oui, parce qu'aujourd'hui ASCO, c'est l'un des leaders incontestés, incontestables. Mais je retiens aussi qu'il a eu un très bon parcours. Oui. Et peut-être un message pour tous les jeunes aujourd'hui qui jouent les championnats scolaires et les championnats de quartier et autres, pour leur dire que c'est possible. Parce que lui, il est parti du championnat d'école, championnat scolaire, pour arriver aujourd'hui à être le gardien numéro 1 d'ASCO, pour ne pas dire peut-être l'un des meilleurs gardiens du championnat togolais. Et après aussi, je retiens de ce gardien beaucoup de gratitude envers ses parents, envers tous ses entraîneurs, envers son coach de gardien. Oui. Et c'est ça aussi. Quand à chaque étape, oui, il a eu quand même voilà, de donner un peu plus de gratitude à tous ceux-là qui l'ont forgé. Et après aussi, ce n'est pas un gardien surprise. On a vu un jour Olivier Giroud qui est devenu un gardien par surprise. Et son maillot a été vendu, maillot de gardien, bien sûr, a été vendu à des millions ce jour-là. Donc après, on peut partir, quitter de joueur de champ pour devenir un très bon gardien. Mais seulement, il faut avoir l'amour et la volonté pour le métier qu'on fait. Parce qu'il le dit, même il a bien dit, dans son 2 mètres carrés. Pour lui, sa chambre fait 2 mètres carrés. Il bosse, il continue pas à travailler. Et aussi, il reconnaît qu'il n'est pas encore arrivé au summum. C'est très important pour lui de savoir que ce n'est pas parce qu'on est à ASCO aujourd'hui, peut-être 5 fois champion du Togo d'affilée, qu'on est arrivé à la fin. Tous les jours, c'est un nouvel apprentissage. Et il ne cesse d'apprendre. Et aussi, il a une très belle ambition, c'est de ne pas finir sa carrière dans le championnat togolais. Ça veut dire qu'il rêve grand. Justement. Et il faut qu'on rêve vraiment grand. Est-ce qu'il a les atouts pour finir Déjà, il est capitaine de l'ASCO de Kara et il va en équipe nationale A. Aujourd'hui, ses performances lui permettent d'être convoqué par le sélectionneur national. Mais vous savez quoi, ce que j'ai aimé, c'est quelqu'un de humble déjà, mais notons que ce n'était pas le plus talentueux. Et le plus talentueux, tu disais quelque chose tout à l'heure, vous savez quoi, le football, il y a aussi un peu de chance qui doit t'accompagner. Et le travail surtout, il a parlé de ça. Même il a dit qu'il bosse toujours. Oui, il bosse toujours. Parce que moi, je me rappelle de ses prédécesseurs, Amen Agbagla, Adonsou, tous ceux qui étaient en concurrence avec lui à ASCO, mais il a su tenir cette place. Donc ça veut dire que mentalement, c'est quelqu'un de très, très, très fort mentalement. Et il a su profiter de la chance que ASCO lui a offerte. Vous voyez? Donc je pense que c'est une chance qu'il a bien saisie malgré tous les contours. Moi je le dis, ce n'est pas mon meilleur gardien quand même. Il n'est pas bon des pieds comme les gardiens modernes qu'on dit aujourd'hui. Mais dans les cages, quand vous voyez le match même contre Dito la fois dernière, il a fait trois arrêts vers la fin du match qui a encore sauvé ASCO. Donc je pense que le travail à la fin, vous avez les résultats. Après, la chance aussi, il faut se la créer. Hein. Parce que quand il arrive à Gomido, où il y a des gardiens qui sont là mais qui n'ont pas de passeport, alors que vous êtes appelé à voyager. Mais ça, c'est quand même un problème, on ne cessera de le dire. Ça, vous savez, c'est quand même très très criard, on ne peut pas comprendre. Vous allez au champ, vous avez besoin d'une daba. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une équipe qui a de l'ambition et vous allez dire que vous n'avez pas de papier, mais ça veut dire que vous n'êtes pas ambitieux, vous voulez juste jouer juste pour le quartier ou pour la ville. C'est pas bien. Mais lui, déjà très tôt, il savait que
pour voyager, il faut un passeport, il faut... voilà, c'est une possibilité pour lui. Et c'est ce qui lui a même donné cette chance-là, parce que c'est le match Bomido-Asco qui a été un déclic pour lui, qui lui a permis de rejoindre Asco. Donc il faut se préparer. On ne sait pas, on cessera de le dire pour les jeunes joueurs ou pour tous ceux-là qui sont encore dans le championnat. Merci. Rubrique à la découverte, c'est maintenant. Alors on s'intéresse ce soir à une destination qui attire le plus de joueurs togolais, la Libye. Alors Edor Copan nous propose un élément sur ce phénomène. Pays du Maghreb avec une superficie d'1,76 million de kilomètres carrés, la Libye est la nouvelle destination des joueurs togolais. Le championnat de première division libyenne, dénommé Libyan Premier League, est l'attraction des internationaux togolais cette saison. Après 2 saisons impressionnantes en Algérie, Evra Agbagnon rejoint Al-Ittihad Tripoli, le club le plus titré du championnat libyen. Pour 850 000 €, l'attaquant togolais entend franchir un nouveau palier. Il va évoluer aux côtés de son compatriote en sélection, Roger Arolou, dans cette nouvelle aventure. Libre depuis son départ de l'expérience de Tunis, Roger Arolou a aussi opté pour Al-Ittihad Tripoli afin de se relancer à 31 ans. Le club libyen compte sur la solidité et le leadership de l'international togolais en défense et au milieu de terrain. Sa valeur marchande est estimée à 1 million € sur Transfer Market. Philippe Aoukou rebondit en Libye après 5 ans en Turquie. Le défenseur togolais a finalement choisi une autre voie en signant son retour sur le continent africain. À 25 ans, il s'engage avec Al-Ittihad Misrata Sporting Club. Korkoukoulko est désormais sociétaire d'Al-Afrikili Sporting Club, promu en première division libyenne cette saison. À 29 ans, l'ancien buteur d'Asco entame une nouvelle étape de sa carrière. L'international togolais est motivé par l'ambition de franchir un nouveau cap et de revenir plus fort en équipe nationale. Et pour finir, Denis Abalo pose ses valises en Libye comme ses aînés. Libre de tout contrat depuis son départ d'Asco, l'ancien joueur du dynamique togolais s'engage avec Al-Anwar. Un nouveau défi pour lui à relever. Alors, pourquoi la Libye est-elle devenue une terre d'accueil pour le footballeur togolais? Pourquoi la Libye est devenue une terre, on ne sait pas pour le moment. En tout cas, mais c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose pour ces joueurs togolais-là, parce que la Libye, c'est un bon championnat, même si ce n'est pas un championnat qui fait partie des top 5 en Afrique, mais c'est un championnat qui monte tout simplement. On voit la Libye qui a réalisé de belles choses lors du CHAN notamment. Donc voilà, c'est un championnat qui progresse et c'est une bonne chose de voir les Togolais s'y rendre. Maintenant, ce qu'on attend de ces Togolais-là, c'est de confirmer. Parce que voilà, on a vu plusieurs Togolais s'expatrier, mais revenir après. Donc on attend de voir ce que ces joueurs-là vont y faire en tout cas. Est-ce que ces championnats sont-ils un bon tremplin finalement ou représentent un risque pour nos joueurs? Je pourrais dire les deux. Okay. Le tremplin parce que ça leur permettra peut-être de franchir un palier et de pouvoir, comme on l'a dit, taper dans l'œil d'autres clubs. Par exemple, pour Denis Abalo, ça va être aussi une occasion pour lui d'être un peu plus connu, puisque c'est le Maghreb ou en Afrique, à part le Maghreb est vraiment bien vu. Il y a l'Afrique du Sud également, sauf que quand vous allez prendre un peu le classement des clubs, vous allez vous rendre compte que la Libye se retrouve cette année en 13e position, devant des championnats comme le Sénégal, comme le Cameroun. Ouais, donc ça montre que c'est quand même un football qui est en progression et eux aussi, quand ils arrivent là-bas, ça leur permettra de bien progresser. Derrière ça, quand je prends le cas de Roger Arolou, 31 ans, Kloupo, 29 ans, eux ils ont déjà, leur avenir est un peu derrière. si je peux le dire, ils ont déjà approuvé. Donc c'est peut-être une occasion pour eux aussi d'aller finir bien leur carrière, même si Robert nous disait que pour Kloupo, l'intention c'est de revenir dans le championnat ou bien d'être encore appelé en équipe nationale. Mais je pense qu'à 29 ans, les carottes sont pratiquement cuites pour lui. Mais il peut encore donner de son expérience. Il peut encore, oui, mais aujourd'hui, il y a une grande concurrence, surtout en attaque. Donc ça, je ne sais pas, je ne le vois pas vraiment. Mais pour moi, je pense que l'idée aussi, c'est de pouvoir finir bien, aller à la retraite. Parce que vous vous rendez compte que dans le championnat,
libyen aussi, c'est un championnat qui paye bien. Vous prenez le franc CFA, un dinar tripolien ou bien un dinar libyen, ça fait 103 francs. Oui. Donc là aussi, le côté pécunier, je peux dire, entre en jeu pour ces joueurs-là qui sont en finition comme Roger Arolo et puis Kloupo. Maintenant, le risque? Le risque, c'est que le championnat n'est pas assez régulier. Et ça peut être un coup pour eux. C'est un championnat où parfois on est obligé d'arrêter. Il y a eu même un arrêt de 13 mois dans ce championnat à cause de la situation sécuritaire, à cause des problèmes sociaux qu'on a dans le pays. Et c'est un championnat aussi qui n'est pas comme le nôtre, qui n'est pas comme les championnats réguliers qu'on connaît, où c'est un championnat, c'est des championnats qui se font en groupe. Comme on a eu au Togo lors de la phase Covid, où c'est des poules, on a l'Est, AB, l'Ouest, AB également, et après on a des playoffs. Donc ça ne va pas peut-être bien leur permettre. Pas vraiment. C'est pas tendu, c'est pas étendu comme voilà ici. Donc ils ne vont pas jouer beaucoup de matchs et ça ne leur permettra pas d'être vraiment au mieux de leur forme. Maintenant, entre la phase régulière et puis les playoffs aussi, parfois il faut attendre très longtemps avant de revenir. Donc ce sont des facteurs qui ne peuvent pas vraiment leur permettre d'être très en forme, très performant. Donc pour Denis Abalo, je pense, moi je l'attendais ailleurs. Je le vois ailleurs, mais il a choisi cette destination libyenne, peut-être aussi avec le conseil de ses frères qui sont de ses compatriotes. Mais j'ai vraiment envie de le voir rebondir dans d'autres championnats plus élevés. J'espère que ce soit justement un tremplin pour lui. Justement pour lui. Une visibilité où il pourra justement s'appuyer sur cette expérience-là pour aller ailleurs. D'accord. Edem? Bon, la Libye est aujourd'hui, comme pour nos joueurs togolais, ce qu'a été en temps le Congo, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui partaient pour le Congo, la RDC. Donc, moi, je te rejoins là où tu parlais de risque. C'est là où moi, je vais tirer un peu la sonnette d'alarme. Le bien dans tout ça, nous le connaissons, hein. Nous le connaissons, ça c'est le facteur financier. Si on va parler du facteur sportif, je ne pense pas que la Libye c'est une bonne destination, par exemple, pour Abalo Denis. C'est un talent brut, de notre championnat. Et puis il est jeune. Si on va prendre l'exemple de Kouklokbo et Harold, je pense qu'eux ils sont partis faire leur retraite là-bas. Hein. C'est important parce que à la fin c'est bien maintenir sa famille à l'abri quand on joue au football. Donc la déception c'est plutôt... Oui, pour moi, c'est la détermination. Evra aussi. Hein. Bon, Evra, il n'a que 24 ans. Oui, bon, mais comme vous étiez en train de le dire, ce n'est pas un championnat où, comme c'est un championnat marathon chez nous, c'est un championnat qui se joue par zone. Donc, il y aura ils seront au ralenti. Oui, ils seront au ralenti. Et quand tu parles de la concurrence, surtout en sélection nationale, quand tu es là-bas, je pense que le sélectionneur dernier, c'est un grand professionnel. Quand il t'appelle, tu viens, il n'y a pas les performances. Je pense parce que on t'appellera de nouveau. Donc, moi, je veux juste mettre l'accent sur le risque que nos joueurs prennent. Mais le championnat togolais, ça ne donne rien en matière de financier. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais après, imaginez-vous imaginez-vous un regroupement des éperviers où vous êtes à l'arrêt. Or, on sait que venir en équipe nationale, ce sont les meilleurs du moment. Mais pendant que vous n'avez pas de match, vous ne jouez pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de rythme, vous ne pouvez pas être là. Mais après, pour Agbagnon, qui a fait de très belles saisons en Algérie, je me demande pourquoi lui aussi il a choisi cette destination. Denis, on en avait discuté lors de l'intersaison où il disait clairement qu'il ne veut plus jouer à Asco, il ne voulait plus. Mais il y a eu des clubs où il pouvait aller. Parce que moi j'ai été surpris dès l'annonce de Abalo Denis en Libye, parce que je le voyais même aller jouer, pourquoi pas en deuxième division, en Espagne ou en France et autres. Mais voilà, parce que c'est un très bon joueur après. Je me dis c'est peut-être un down pour lui. Malheureusement, d'accord. Alors nous venons de faire, cher monsieur, un point sur l'ADN Lonato, mais le football togolais ne s'arrête pas que sur nos frontières. Alors place donc maintenant à la rubrique Les Togolais à l'étranger. Alors pour vous offrir ce panorama complet de leurs exploits de la semaine en performance décisive, nous allons visionner l'élément préparé par Laura Amedjogbe. Que de bonnes nouvelles auront des joueurs togolais à l'étranger ce week-end. Des buts par ici, des hommages par là. En Allemagne samedi, Ilas Bebou est entré dans la légende de Hoffenheim.
En marge de la rencontre Offenheim-Augsbourg, l'attaquant togolais a été honoré par son club pour sa 150e apparition en Bundesliga le 8 novembre dernier. C'était lors de la victoire 3-1 de son équipe face à Leipzig. Cette saison, le joueur de 31 ans, dont le contrat prend fin en juin 2026, reste sur 7 matchs disputés et court toujours derrière son premier but en championnat. En Émirats Arabes Unis, Al-Ain s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe des Émiratis avec un faux de là-bas impressionnant face à Al-Sharjah, 4-1. Un but et une passe décisive, l'attaquant togolais venant de signer son 11e but en 10 matchs TCC cette saison. En Slovaquie, Ijesi Mechoko a signé son grand retour. L'international espoir togolais a marqué en toute fin de partie pour offrir une victoire de 2-0 au Spartak Trnava devant le KFC Komarno. Un succès qui met en confiance l'ancien joueur de la JOCR après 4 mois d'absence pour cause de blessure. Toujours en première division slovaque, Samsudin Uro aussi a brillé. Le milieu de terrain togolais a marqué un but et une passe décisive, permettant ainsi à son équipe, DAC FC, de dominer 3-0 face à Trenčín. DAC FC renoue ainsi avec la victoire après son nul précédent et consolide sa 3e place. En Coupe de la Confédération de la CAF, Marouf Tchakei s'est illustré. Dans les temps additionnels, l'international togolais a transformé un penalty face à Stellenbosch. Il permet ainsi à Singida d'éviter une 2e défaite en 2 journées. C'est un week-end finalement faste, mais de belles promesses pour nos internationaux. Effectivement, de bonnes promesses pour nos internationaux, mais je n'ai pas vu notre capitaine gêné dans... Oui, on a fait juste une petite sélection. Ok, mais ils ont 3 points face à une équipe. Oui, voilà, la fois dernière. Mais dans tout ce lot, moi, je tire un chapeau spécialement à Fodolaba. Fodolaba, je pense que dans ce club de Al Ain, il faudra ériger une statue pour lui, parce qu'il a battu tous les records dans ce club. Et il a une forme insolente, une ratio... Oui, une forme insolente à l'extérieur et quand il revient ici, bon, comme bon nombre de joueurs, on a cité Samsudin qui est un très bon joueur, mais quand il vient ici, on ne le reconnaît plus. Jouer en équipe nationale, défendre les drapeaux d'une nation, c'est autre chose que défendre les couleurs d'une équipe quand même. Donc, je pense qu'il y a un bon lot de vivier de joueurs togolais à l'extérieur qui font de bonnes choses et vivement que ça serve pour notre sélection nationale. C'est exploitable, non, finalement? Ils font de bonnes choses à l'extérieur, je suis d'accord. Mais dans quel championnat? C'est la question, hein. C'est une bonne question. Dans quel championnat? Est-ce que c'est une question? C'est le problème éternel du Togo. La Slovaquie. Non, mais là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Oui, les Émirats. Mais c'est quand même des performances. Moi, je pense que c'est mieux que de jouer en D1 Olanto. Hein. Non, c'est mieux. Non, on est d'accord. Non, on est d'accord sur ça. Mais qu'est-ce qui cause ça selon toi? Aujourd'hui, ce qui cause ça, selon moi, ce sera une question qu'on va répondre peut-être plus. Et il prend facilement ma place. Et il pose sa question. Je sais pas, puisque c'est Gloria qui a la charge de poser des questions. Non, pas du tout, de blague. C'est bien, c'est très beau. D'accord. C'est très mirobolant de nous présenter tout ça. Ils font de très bon travail derrière. Mais après, j'ai bien envie, je suis assoiffé de voir... Vous restez sur votre soif, c'est ça? Il parlait de Jenny Dakonam à Étafé en première division espagnole, oui. Mais après, quand vous parlez de Slovaquie, Azerbaïdjan et autres, j'ai bien envie de voir. Fodo, c'est en Bundesliga. Non, Offenheim, ça c'est Ilas Bebou. Mais Ilas, pardon. Non, mais sérieusement, le monsieur à Offenheim, tout son parcours, aujourd'hui il fait 150 matchs, mais normalement il devait dépasser cette barre-là depuis. Il n'a pas été ménagé par les blessures, on le reconnaît. Et après aussi, parfois, il n'est pas très performant, il n'est pas constant. Ça fait qu'il est obligé de cirer aussi le banc. Et quand il revient en équipe nationale, qu'est-ce qui nous produit tout cela qu'on a Olivier, je pense que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Mais malheureusement, on va prendre quelques rapidement avec
Oui, comme Olivier l'a dit, il y a très peu on n'a pas beaucoup de bons joueurs dans les 11, dans les 5 majeurs par exemple, il n'y a que 3 joueurs. Je pense qu'il n'y a que Jane, Derman là-bas, et du côté de l'Allemagne, Las Bebou qui ne joue quasiment plus. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a Fodo là-bas qui fait d'excellentes choses du côté de l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Mais voilà, c'est le seul qui essaie de surnager, mais au-delà de ça, voilà, on n'en a pas, tout simplement. Et c'est ce qui fait le problème, tout simplement, de notre sélection. La saison dernière, Chelsea, ils ont marché sur tout, jusqu'à aller prendre le trophée. Mais cette saison, on voit Chelsea être encore en donc on les attend. Quand ils font de belles choses comme ça dans des petits championnats et autres, ils reviennent en sélection, c'est là où ils doivent nous prouver. Merci Olivier, on va rapidement, on va surfer, revenir en première division pour parler rapidement de cette J5 qui arrive à grands pas le week-end prochain. Et il y aura Asco qui va jouer Unisport, Semassi Entente 2, Bina Gomido, Espoir ASK, pour ne citer que ces matchs-là. En tout cas, une rencontre qui vous fascine déjà. Rapidement. Une rencontre qui me fascine. Oui. Le derby le derby de Lomé, étoile filante à ses Barracuda. D'accord, juste ça. Et vous? Lundi prochain, on sera ici pour décortiquer les 3 points pris par l'AS Bina face à Gomido. D'accord, et vous? Lundi prochain, on sera ici pour décortiquer la victoire de Gomido face à l'AS Bina. Merci. Alors donc, merci à vous de me tendre cette perche-là. On va se retrouver lundi prochain. Pour l'instant, l'émission s'achève et je vous dis merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous en votre compagnie. Merci à tous ceux qui ont aidé pour la préparation de cette émission. On se dit à lundi prochain. Portez-vous bien. Bye. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La LONATO décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la LONATO invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Du spectacle, des duels, de la passion, des joueurs talentueux qui ne demandent qu'à grandir, des stades et des supporters de rêve. Le rendez-vous de l'élite du football togolais, la DE LONATO, saison 2025-2026, c'est en exclusivité sur New World Sport 5 et New World Mix.